Merci, bonjour tout le monde. Je suis Grant Mitchell. Je suis un membre du comité des directeurs pour compte Colite pour les derniers 6 ans et demi, terminant ce samedi. Donc, au nom du comité, je vous souhaite tous la bienvenue et les programmes d'éducation ici de MII. Je suis ici à la plupart de ces réunions, pratiquement toutes, et ont été une grande source d'information et de réconfort pour tous. J'ai été diagnostiqué en 1994 avec MII et présentement, je suis sur un biologique. Je suis dans une catégorie d'âge qui est un danger pour le COVID significatif. Donc, j'ai hâte de voir toute information que je peux trouver sur la vaccination et le MII. Je suspecte que plusieurs d'entre vous sont dans les situations semblables. Le programme de vaccin se déroule et tout le monde est excité dans le prospect d'un bon retour à la vie normale. On espère que lorsque le Gutsy Walk va avoir lieu le 6 juin, les choses vont avoir amélioré. On espère que vous allez pouvoir vous joindre à nous lorsqu'on marche ensemble pour arrêter le COVID. Nous sommes heureux d'être l'organisation vers qui vous vous tournez pour avoir vos informations. On est reconnaissant pour toute l'organisation et pour tous ceux qui continuent à venir ensemble pour aider la communauté de MII. À cause de vous, nous pouvons soutenir des recherches importantes et à cause de vous, on peut continuer à délivrer les programmes comme ces webinaires. La pandémie a duré plus que tout ce qu'on aurait pu imaginer et on a vraiment hâte de retourner au temps pré-pandémie. Un de nos activité pré-pandémique a été notre camp d'été. Donc, cet été, on ne le tient pas en personne, plutôt on offre le prochain après le 9 au 17, à mai 28, de 9 ans à 17 ans, ils vont pouvoir rencontrer d'autres clients MII. Et donc, s'il y en a d'autres ici, vous connaissez un enfant avec MII entre l'âge de 9 et 17 ans, s'il vous plaît, passez cette opportunité. Comme toujours, cette information et le webinaire et les enregistrements pour avoir accès sur notre site web sur compte Colite, Colite Canada. Et on remercie toute l'équipe qui continue à rencontrer, discuter les politiques nécessaires pour notre communauté. Merci aux panélistes d'aujourd'hui, Dr. M. Famwe, Dr. Chandy Lees, qui se joint au milieu de la nuit, des Nations unies pour nous aider avec ce programme et évidemment notre modérateur extraordinaire, Dr. Gil Kaplan, professeur de médecine à l'Université de Calgary, entérologiste, gastro-entérologiste et le président passé du conseil. Et Dr. Eric Benjamin, professeur de pédiatrie gastro-entérologique à l'hôpital des enfants malades et un conseiller de CCC Canada. Merci et passez un bon temps ce soir. Merci, Grant. C'est bon d'être ici ce soir. Malheureusement, au milieu de la troisième vague de la pandémie, qu'on ne s'attendait pas il y a quelques semaines. Donc, il y en a qui s'en attendaient. Malgré tout, les politiciens ne s'en attendaient pas tant que ça. Oui, et en fait, le fait que c'est pire que les autres vagues, et c'est vraiment frustrant. Et notre dernier webinaire que nous avons fait en mars, ça faisait 1 an d'anniversaire de faire cette série de webinaires. Et vous savez, incluant tout le monde ici, Eric et moi, on pensait être dans une place beaucoup plus promotante que où on est maintenant. Et je crois que c'est le point du webinaire d'aujourd'hui, c'est d'essayer de répondre à ces différents défis que la communauté MII ont alentour des vaccins, quand les avoir, quand le faire et qu'est-ce qui va arriver lorsque ces vaccins sont lancés dans les prochains mois. Donc, tu as raison, Gil. Je crois que pendant que les vaccins sont clairement une façon de prévenir la prochaine vague de la pandémie, quand on voit en Israël, au Royaume-Uni, aux États-Unis, on a évité une troisième vague de COVID-19. Ça ne change pas le fait que maintenant, on gère la troisième vague et on ne pourra pas vacciner assez de gens assez rapidement pour prévenir tout ça de s'étendre. Donc, vraiment, toutes ces recommandations que nous avons données dans la dernière année sont vraies encore, surtout maintenant. Et vraiment, c'est de rester à la maison autant que possible, d'éviter les contacts avec d'autres personnes, même si vous êtes vacciné, même si vous êtes assez chanceux d'être vacciné avec les 2 vaccinations. Mais même si vous êtes vacciné seulement avec un, vous avez besoin de rester à la maison, de vous protéger votre communauté. On en parlera plus durant la soirée.
Donc, c'est rempli 2 personnes extraordinaires qui vont nous partager beaucoup de questions qui ont été demandées à CCC directement sur le vaccin. Donc, je vais faire en 5 minutes un survol rapide où nous sommes dans la présentation et Eric va revenir dans 5 minutes. Donc, je voulais commencer en partageant ces chiffres. Ceux qui ont regardé le webinaire avant ont vu ce graphique grandir dans le temps. Et à partir du 28 avril, lorsqu'on a fait les chiffres hier, pratiquement 150 000 personnes sont diagnostiquées avec le COVID. 1,2 million au Canada seul. Le registre international d'individus avec le IBD qui ont testé positif pour le COVID en mars 19. Il y avait 21 personnes dans cette base de données et aujourd'hui, 6 000 personnes ont été rapportées à travers le monde entier. Et donc, on peut voir 3 vagues de la pandémie ici au Canada et ce graphique démontre les chiffres journaliers de COVID diagnostiqués dans la dernière année au Canada. La première vague de avril-mai de l'année passée et à peu près 1500 diagnostics par jour. Et vous pouvez voir l'été que ça a diminué de façon drastique et ça s'est monté dans l'automne. Et à la sommet de la deuxième vague en janvier, il y avait des cas qui étaient rapportés. La valeur de cette information de la deuxième vague qui s'est nivelée, on diagnostique 3000 cas encore et ça, c'est pire que le premier cas durant la première vague en l'été de 2020. Et donc, comme on peut voir ici, le Canada est dans la troisième vague qui est vraiment la pire aujourd'hui à 10 000 cas par jour dans le pays. Et qui, poussant ces chiffres-là, va dépendre de ce qu'on fait de façon collective et à quelle rapidité nous pouvons être vaccinés pour le COVID. Donc, je voulais adresser cette question. Pourquoi est-ce que le virus s'étend dans la société et comment arrêter la transmission? Donc, pourquoi que SARS-CoV, le virus qui cause le corona, s'étend rapidement? Bon, le virus et la facilité de l'attraper est définie par le virus et son chiffre de reproduction. Le chiffre de reproduction veut dire que la moyenne des gens infectés par une personne malade dans l'absence de l'intervention pour contrôler le virus lorsque la population est susceptible à l'infection. Maintenant, quand ce chiffre de reproduction est en bas de 1, une personne infectée en moyenne va être toucher une autre personne et le virus se décline dans la population. Lorsque les chiffres de reproduction sont égaux à 1 et une personne infectée en moyenne va affecter une autre personne, donc le chiffre total de la population demeure stable dans le temps. Par contre, lorsque le chiffre de reproduction excède 1, les infections augmentent durant la population. Maintenant, à cause de SARS-CoV-2, qui fait que le virus est vraiment d'infection, son mode de transmission que vous comprenez qui est par l'air, l'incubation qui est de 5 jours. Et en fait, ceux qui sont malades avec COVID-19 sont soit asymptomatiques, ils ne réalisent pas qu'ils sont malades lorsqu'ils le transmettent. Un des points les plus importants, c'est la nouveauté du SARS-CoV-2 qui fait que la population complète est susceptible. Sans intervention pour empêcher le COVID, son numéro de reproduction, c'est 2 à 2,5 plus que la grippe saisonnière. Donc, une personne infecte 2 à 3 autres personnes et ces individus affectent 2 ou 3 autres personnes. Éventuellement, on va voir la croissance exponentielle comme on voit dans cette animation. Dans l'abcès de l'immunité naturelle ou le manque de vaccins, la seule façon de pousser ce chiffre vers le bas, c'est d'instituer des mesures telles que l'hygiène, la distanciation, le masque, la protection individuelle et de rester à la maison. Le résultat de ces interventions, c'est de pousser le numéro de reproduction plus bas que 1 en évitant le contact entre les individus, une personne qui est infectée et une personne qui est susceptible à l'infection. Comme démontré par ces chiffres, de manquer le contact, qui veut dire que moins de personnes sont infectées et vont infecter d'autres alentour de eux. Maintenant, dans la troisième vague à la première vague, mettons 2 nouveaux facteurs influencent la reproduction. Premièrement, les variantes,
qui vont augmenter la transmissibilité du virus. Ces variantes fait que le virus sont plus faciles à acquérir et en retour d'augmenter le chiffre de reproduction qui contrebalance les nouveaux cas. C'est les vaccinations des Canadiens, de ceux sur les premières lignes à ceux qui sont les plus vulnérables à la population générale. Et comme les mesures qui sont continues pour protéger les gens. Donc, entre les variants et les vaccins, cette guerre et les actions du public pour éviter la transmission vont déterminer la hauteur de COVID au Canada et ultimement d'éteindre cette pandémie dans le monde. Je vais inviter Eric maintenant et parler un peu des sécurités des vaccins. Absolument. Et c'est un suivi vraiment de la semaine passée, le mois passé, c'est-à-dire, partager mon écran ici. All right, so you should be able to Donc, vous devriez voir, partager mon écran ici, voir mon écran donc, un peu de mise à jour à partir de la présentation du mois dernier, quand on a discuté de le lancement du vaccin et AstraZeneca et les caillots de son. C'est important de faire un suivi, vous donner d'autres informations. Si vous n'avez pas suivi étroitement, beaucoup d'informations est arrivé très rapidement et un beau sommaire est à l'ordre maintenant. Donc, premièrement, les bonnes nouvelles, on est à 31%. À partir d'aujourd'hui, 31% des populations canadiennes ont reçu au moins une dose de vaccin, qui est excellent, qui arrive rapidement. On est encore à 3 ou 4% de ceux qui ont reçu les 2 doses ou complètement immunisés, mais nous savons que la santé publique a vraiment mis le focus pour avoir autant de possible de gens d'avoir reçu une dose sous la présomption qu'une personne serait couverte jusqu'à un certain moment, diminuer le taux possible d'atteindre le virus. Bon, comment est-ce qu'on fait comparé à d'autres pays? C'est mieux que le mois passé, on n'est pas au stade maintenant que du Royaume-Uni ou les États-Unis. Par contre, nous courons un peu devant l'Union européenne à ce stade. Et lorsqu'on regarde le nombre de doses qui ont été administrées par jour, qui est vraiment le nombre qui nous intéresse le plus à ce stade-ci, c'est combien de doses qu'on va rentrer dans les bras. Donc, on s'est amélioré de façon drastique. Et donc, maintenant, on est au stade d'avoir autant de doses à tous les jours que le Royaume-Uni et les États-Unis et beaucoup plus que l'Union européenne. Nous savons que l'Union européenne et les États-Unis sont en avance de nous lorsqu'ils ont commencé la rapidité avec laquelle ils ont réussi à administrer les doses. Mais on est à ce stade maintenant d'être 1 par 100 doses administrées à tous les jours dans les Canadiens. Comme nous avons mentionné dans le dernier webinaire, il y a 4 vaccins généraux qui sont approuvés par Santé Canada pour l'utilisation au Canada. Le Pfizer, Moderna, qui sont mRNA, et AstraZeneca et Johnson & Johnson, qui sont adénovecteurs. On a parlé un peu de les différences entre ces types de vaccins il y a 2 mois. Si on regarde la vidéo, vous allez en apprendre plus sur ces vaccins et comment ils fonctionnent et la différence. Mais je voulais vraiment mettre le focus sur les non-réplicatifs et les effets secondaires, les caillots de sang qu'on a entendus. On est reconnaissant que Johnson & Johnson, nous allons quelques 100 000 doses, un vaccin d'une dose qui va commencer à être administré au Canada, qui est administré aux États-Unis déjà. Donc, premièrement, nous avons des questions des gens qui se sont inscrits sur les effets secondaires et comment les gens se sentaient pas si bien après soit la première ou la deuxième dose de vaccin. Et c'est un peu les chiffres que nous voyons. Et en fait, il y a été une étude qui a été lancée hier détaillant les différents effets secondaires entre les effets des différentes doses. Il y a des différences. Donc, à la base, les effets qu'on va expérimenter le plus souvent, on les voit ici sur la droite, la gauche, la douleur à l'injection. Je ne pouvais pas toucher mon bras gauche, mais la rougeur, la fièvre, la fatigue, les frissons, nausées, c'est commun. Je crois que qu'est-ce qu'on a appris que pour Pfizer, Moderna,
votre risque d'effet secondaire est plus haut avec la deuxième dose, mais AstraZeneca, il semble que les gens ont moins d'effets secondaires avec la première dose. Et donc, je sais qu'à la base, les effets secondaires sont très peu et ils quittent après 24 heures, mais je me préparais, si on va avoir ces vaccins pour la prochaine journée, certainement de vous préparer de ne pas travailler si vous ne vous sentez vraiment pas bien, et particulièrement après la première dose de AstraZeneca. Et une autre question qui est rentrée du public, les gens avec les biologiques, est-ce qu'ils sont plus susceptibles aux effets secondaires plus hauts que ceux qui ne sont pas sur les biologiques? Et nous savons maintenant la réponse à ça, c'est non. Il ne semble pas avoir des indications que le risque pour des effets secondaires plus élevés avec cette liste. Donc, parlons maintenant des caillots de sang. On a parlé plutôt au moment où on venait d'entendre parler des caillots de sang. Les gens qui avaient l'AstraZeneca et les Européens avaient mis une pause. Nous savons maintenant beaucoup plus. Donc, les caillots de sang associés avec ces vaccins AstraZeneca et avec Johnson Johnson ne sont pas des caillots de sang typiques qu'on aurait, par exemple, d'être sur les contraceptifs ou avec les gens avec la haute pression. C'est vraiment un différent type de caillot. C'est une réaction au vaccin et c'est un effet immuno semblable au concept qu'on connaît depuis des décennies maintenant, heparin induced, induite par héparine. Les gens qui sont utilisés sur ce médicament pour amincir le sang, les anticorps à la composante de les plaques dans votre sang qui amènent à activer les plaques et qui font des caillots. Et donc, il semble que ce type d'effet immuno, c'est semblable à l'effet qui se passe avec l'AstraZeneca et comme qui a été décrit maintenant dans multiples papiers qui ont été publiés dans les dernières semaines où vous avez une activation, un anticorps qui réagit, ce qui s'appelle les plaquettes facteur 4, les plaquettes qui font qui créent des caillots, réduction des plaquettes dans le sang, c'est ça qui fait thrombocythemia, diminution des comptes des plaques et les places la plus commune où les gens voient les caillots, c'est dans le cerveau, donc quelque chose synovenous thrombosis. Donc, il y a d'autres caillots dans d'autres parties du corps. Évidemment, celle qui est la plus importante, c'est pour le risque de mortalité, c'est au cerveau. Par contre, je crois que c'est important de souligner que nous sommes vraiment conscients, et nous l'avons été depuis quelques mois maintenant, que d'avoir COVID-19 est associé avec des caillots de sang. Et c'est une revue systématique de la littérature qui regarde le risque des caillots de sang. Essentiellement, ce qu'ils ont trouvé, c'est que le risque est à peu près à 21% lorsqu'on a le COVID-19 et le risque de mourir avec un caillot de sang et de ceux qui ont un caillot de sang, le risque est de 25% à comparer à 15% pour ceux qui n'ont pas un caillot de sang. Donc, votre risque de mourir est de 1,7 fois plus si vous avez un caillot pour COVID. Donc, on parle de l'équilibre ici. On parle de COVID-19, c'est fatal et certainement, on peut avoir un caillot de sang à cause de COVID-19, mais l'adenovirus AstraZeneca, Johnson Johnson, possiblement peut être associé avec le risque des caillots de sang aussi. Donc, on peut avoir à penser maintenant, c'est quoi le risque, les bienfaits, quel est le risque actuel pour avoir ces vaccins. Et c'est un beau visuel ici de vérification des risques de ce centre de risque et de communication des nations des Royaumes-Unis, basé au Royaume-Uni et des incidences de COVID-19. Et je crois que c'est vrai au Canada. Au Canada, le risque d'avoir un caillot de ce problème, c'est de 1 à 250 000. 1 à 250 000 qui a eu l'AstraZeneca va avoir ce syndrome et ce caillot. Donc, ça se traduit vers 4 dans 1 million au Royaume-Uni et 11 dans 1 million pour les gens qui ont 25 et plus. Donc, comparé avec votre risque de mourir si vous avez le corona est beaucoup plus bas, surtout dans ceux âgés plus âgés. Le risque de mourir dans un accident de 10 fois plus haut si vous avez 25 ans et le risque de mourir dans un accident de la route, évidemment, dans un accident routier, ce risque, on l'assume à tous les jours en conduisant, ce risque est beaucoup plus haut que le risque d'avoir ce syndrome du vaccin COVID. Le risque d'être frappé par le tonnerre, les éclairs est de 1 dans 1 million.
c'est très semblable à le risque d'être frappé par un éclair. Donc, même un plus beau visuel ici, c'est un petit peu les chiffres qui ont été utilisés au Royaume-Uni pour décider s'ils n'allaient pas utiliser AstraZeneca dans les gens en bas de 30 ans. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils font l'équilibre entre le risque d'avoir un caillot de son de AstraZeneca avec le risque de vous attraper le COVID et d'être rentré à l'urgence pour COVID-19 par groupe d'âge. Vous pouvez voir ici que très clairement, dans tous ceux de 30 ans et plus, le risque d'être rentré à l'urgence et de mourir est beaucoup plus haut que le risque de développer un caillot de sonde à AstraZeneca. Donc, je veux souligner par contre que c'était le risque au Royaume-Uni dans les chiffres de mars, et ça, c'est vraiment important parce que nous savons que les Royaumes-Unis et la prévalence de COVID-19 a diminué depuis leur CIM en février et au Canada, ça augmente dans la troisième vague. Donc, on a vraiment regardé le risque, l'incidence de COVID-19 au Canada maintenant étant très semblable à l'incidence qu'elle était à la fin de février au Royaume-Uni. Donc, on ne peut pas utiliser les chiffres de mars. Regardons maintenant pour février les chiffres. Est-ce que vous pouvez voir très clairement lorsque le risque, l'incidence de COVID est 6 par 10 000 et au Canada, au moins en Ontario, je crois que c'est 3,5 par 10 000 par jour. Le bienfait d'avoir Zeneca est beaucoup plus élevé que le risque que d'avoir un caillot d'AstraZeneca. Et ça, c'est vraiment important de comprendre qu'à la fin, même pour les gens de 20 et plus, en principe, c'est plus sécuritaire d'avoir le vaccin que de risquer d'avoir COVID et d'être rentré à l'urgence. Et Ben Chan, je crois que je l'avais mentionné, déjà son travail le mois passé, il a mis à jour son ouvrage. Il est professeur à l'Université de T et rechercheur épidémiologiste. Il a posté ses chiffres pour l'Ontario. C'est Ontario et Toronto particulièrement, mais vous pouvez faire l'extrapoler pour votre province sur avril 11 en Ontario, qui était à peu près 4 400 nouveaux cas et maintenant 3 600, 3 700 et 1 300 cas à Toronto. Donc, lorsqu'on regarde le groupe d'âge des 55 et plus pour AstraZeneca, allez calculer votre risque de mourir si vous aviez COVID-19 et ensuite votre risque d'attraper COVID-19 basé sur ces chiffres ici et la chance par jour d'attraper et de mourir par COVID-19. Donc, c'est les chiffres par groupe d'âge à Toronto et tout l'Ontario. Et basé sur ça et les incidences de 1 à 150 000 de AstraZeneca, il a calculé combien de jours d'attente pour un vaccin avant que le risque de mourir de COVID-19 va dépasser le risque d'avoir un caillot de sonde AstraZeneca. Et essentiellement, c'est de 2 à 3 jours. Donc, si vous avoir un délai de 3 jours de votre risque d'attraper et de mourir de COVID-19 dépasse le risque d'avoir un caillot de AstraZeneca. Et donc, c'est vraiment clair. Et si vous avez plus que 65 ans, ça descend à peu près 1. Donc, c'est clair que vous devrez avoir le vaccin AstraZeneca si c'est disponible pour vous aussitôt que possible parce que les bienfaits sont beaucoup plus hauts que les risques. Et donc, c'est vraiment ce que nous avons recommandé sur notre site web pour les vaccins, pour les gens qui ont le MII. Vous pouvez aller sur le site web pour avoir cette belle feuille, ce PDF qui était rendu disponible il y a quelques semaines pour tout le monde, faire un résumé de toute l'information. Et vous pouvez dire et voir que c'est les recommandations pour les gens avec MII concernant le vaccin COVID et de parler avec votre médecin que c'est une preuve limitée sur la sécurité et l'efficacité des vaccins avec les gens avec MII, mais vous allez entendre de Dr. Lee dans quelques instants que cette preuve a une croissance et c'est recommandé que vous allez faire une réservation pour le vaccin aussitôt que possible. Et si vous êtes dans un groupe qui a une éligible pour le vaccin, vous ne devrez pas perdre votre priorité à cause que vous avez MII ou sur des biologiques ou d'autres médicaments. Et quel vaccin recommandé? Nous disons encore que le meilleur vaccin recommandé pour vous, c'est le premier vaccin disponible et qui est, comme on a vu des chiffres de Dr. Chan, ne faites pas de délai pour avoir un vaccin RNA, surtout si vous avez 30 ans et plus, ça vaut la peine d'avoir l'AstraZeneca et Johnson Johnson si ça devient disponible pour vous. Donc, ce qui a changé un peu, c'est cette recommandation ou du moins notre avis
que les gens devraient avoir le vaccin selon le mode du manufacturier. Pour Pfizer, c'est 3 semaines. Et la deuxième dose, c'est 3 semaines après. Et pour Moderna, AstraZeneca, c'est 4 semaines après. Et nous allons parler un peu, Dr. Lays va parler de la science qui est arrivée dans les derniers 2 mois, pourquoi que nous recommandons que les gens avec MII puissent avoir un accès rapide, 3 à 4 semaines de séparation entre les doses. Et ça, c'est vraiment la défense ici à ce moment-ci. Les ministères de Santé n'ont pas agi sur ça encore et les gens sont forcés d'attendre 4 mois, même si vous êtes sur un biologique immunosuppresseur. Et donc, c'est vraiment important. Et ce que vous pourriez faire pour améliorer, mais essentiellement maintenant, c'est d'appeler votre représentant de santé et d'en parler, le partager sur Twitter et d'autres sites et pour que les gens puissent voir et d'essayer de vous défendre si vous êtes un patient de MII. Maintenant, c'est pas quelque chose que les patients ou les médecins de famille ont à faire ou à aider. Bon, parlons un petit peu des sciences maintenant. Derrière, pourquoi on fait cette recommandation. Et Dr. Lee va être notre première invitée et je vais introduire Dr. Lee et Dr. Pham. Dr. Lees est professeur de gastro-entérologie à l'Université d'Edinburgh et Innovation et Future Leader Fellow et conseillère dans l'unité MII et enseigne a été eu le focus sur le MII depuis 2003, un maîtrise en génétique et gastro-entérologiste et un prix en gastro-entérologie en 2009. Après avoir passé 10 ans de travailler avec un consultant avec une vie complexe en clinique, il a reçu un fellowship de lui permettre de poursuivre une carrière académique et de faire plus de recherches et de parler à plus de patients au travers des choses comme sa page YouTube que je recommande. Si vous regardez Charlie Lee, il fait un beau travail à faire des revues à la science dans le IBD et COVID-19 et que c'est complètement compréhensible pour tous. Charlie est à la tête de COVID de l'UBERC. Le magazine Gut et comment traiter les patients avec COVID. Et Dr. Anne Pham est collègue de moi de l'Université d'Ottawa. Elle a fait sa formation en spécialisée maladies infectieuses en pédiatrie à l'Université de McGill en 2008. Elle a également pourvu une formation supplémentaire en immunologie clinique et à CHEO depuis 2009 et médecin responsable de la clinique d'immunodéficience de gérer les immunodéficiences et immunisation dans les groupes spéciaux. Programme de formation, elle est directrice du programme de formation sur les maladies infectieuses pédiatriques. Elle est généralement présentée actuellement à Immunize Canada et une coalition d'organisations dans le but lucratif qui ont intérêt particulier de promouvoir une compréhension d'utilisation des vaccins. Donc, elle a particulièrement un intérêt dans les effets des biologiques sur les femmes enceintes, les femmes qui allaitent, sur les enfants de ces femmes et l'immunisation dans ce contexte. Donc, elle a une relation vraiment proche avec ces médecins à Ottawa et nationalement aussi. Donc, bienvenue à tous les deux. Et nous allons commencer avec une question de Dr. Kaplan à Dr. Lees. Donc, Dr. Lees, merci beaucoup de nous parler de l'Écosse. Aujourd'hui, je crois qu'il est 11h30 du soir. Donc, on vous apprécie énormément d'être ici, de nous éduquer. Et pour le public ici, je connais Charles depuis plusieurs années maintenant. Et avant de faire des séminaires, des conférences, il est une des personnes les plus dynamiques, non seulement pour les cliniciens, pour les académiciens, mais tout le monde à qui il parle. Donc, c'est vraiment excellent pour lui de nous parler sur un webinaire aujourd'hui pour la première fois. Et je veux vraiment vous demander un des défis de questions que je demandais à tous les panélistes, c'est est-ce que ces vaccins fonctionnent dans les gens avec le MII? Et Charlie, tu vas enlever ta sourdine maintenant. Parfait. Donc, merci Eric et merci tout le monde à la Fondation au Canada de m'avoir invité de vous parler ce soir. Oui, il est tard, mais c'est un sujet vraiment important et je veux partager avec vous notre expérience et notre apprentissage
de Royaume-Uni, particulièrement de le MII en particulier, et à cette question qui est demandée, est-ce que mon vaccin COVID va fonctionner si je l'ai MII et si je suis sur les immunosuppresseurs? Sur le mode présentation, on voit la présentation. Ah, bon, OK, parfait, c'est mieux. Bon, OK. Donc, les écrans. Donc, attention, la réponse c'est oui. Mais il y a des points importants et si vous restez avec moi, je vais passer au travers. Bon, voici mes divulgations. Donc, je vais vous présenter un cas, une vignette, 45 ans, il est enseignant, maladie de Crohn lyonique depuis 2 ans, infliximab azathioprine, sa maladie est contrôlée, il a une hypertension IMC de 27, un petit peu de comorbidité, mais il va bien. Il a possiblement eu le COVID en mars 2020, mais il n'a pas eu un test positif de PCR. Donc, il vient avec beaucoup de questions. Il veut savoir s'il a plus risque, grand risque. Il veut savoir qu'est-ce qu'il devrait faire pour ses médicaments et de façon importante, si aujourd'hui, dois-je recevoir le vaccin? Lequel vaccin va fonctionner aussi bien? Et c'est une question critique aujourd'hui. Et quel est le risque de réinfection? Donc, nous allons couper directement à la question, devrais-je avoir le vaccin? C'est absolument oui. Quel vaccin que je devrais avoir? Bon, Eric en a déjà parlé et je vais brièvement passer par-dessus ça, mais oui, on devrait avoir le vaccin parce que il y a de l'efficacité et de la sécurité dans les études et de la preuve et qui vont toutes éviter le COVID et la mort. Donc, nous avons des lignes maîtresses, des guides et de l'Organisation internationale de IBD qui simplement nous dit que les patients avec IBD devraient être vaccinés contre le COVID. La meilleure façon de le faire, c'est à la meilleure opportunité. La vaccination ne devrait pas différer parce qu'ils sont sur des immunosuppresseurs. Pour les patients qui vont être vaccinés au Royaume-Uni avec le BSG et contre colite Royaume-Uni, on a publié des lignes maîtresses semblables pour supporter la vaccination pour les patients avec MII, citant que le risque de la vaccination dans les patients avec MII est anticipé être vraiment bas et c'est vraiment ce qui a transpiré dans les derniers temps. Et dans les patients qui prennent les immunosuppresseurs, le point qui nous concerne en entoure de le risque de les réponses. Et je vais en parler beaucoup plus ce soir. Bon, maintenant, lequel? C'est simple. Peu importe laquelle, vous recevez finalement. Ils fonctionnent tous très bien et nous croyons qu'ils fonctionnent très bien en IBD. Comme je vais vous, au MI, c'est ce que je vais vous montrer. Moderna, Pfizer, AstraZeneca, au Royaume-Uni, à Oxford, AstraZeneca, c'est les 3 vaccins que nous avons et qui sont disponibles en licence. Et Johnson, comme Eric a mentionné. Bon, de façon importante maintenant, nous avons eu un lancement très tôt en décembre 2020, mais à la fin de ce mois, le JCVI, qui est notre comité sur la vaccination, qui est pas un corps politique, mais qui est réputable, une communauté réputable de cliniciens et de médecins qui ont recommandé que la livraison de la première dose devait être à priorité aux individus plus que possible et ils stipulent cette recommandation devait être suivie et que la deuxième dose s'il y a un délai jusqu'à 10 ou 12 semaines. Bon, je n'irai pas là-dedans en détail aujourd'hui, mais pour vous donner un peu de corps ici à ce qui se passe dans les Royaumes-Unis. On a eu les premiers groupes de priorité qui ont eu une première dose en février et de façon importante qui inclut les cliniques et les vulnérables. Et au Royaume-Uni, et ceux qui ont reçu le SHIELD et qui inclut ceux à plus haut risque, les MII, sur la thérapie. Ça ne voulait pas dire que tous les patients sur les biologiques, mais les patients qui étaient sur les biologiques qui incluent les patients qui étaient en combinaison, comme notre homme ici, seraient dans le groupe 6. Donc, au milieu d'avril,
ils avaient tous reçu la première dose de vaccin. Donc, voici où nous sommes maintenant dans la région de 34 millions qui ont reçu la première dose de vaccin au total, avec 40 millions de personnes qui ont reçu 2 doses. Et vous pouvez voir la séparation par les 4 nations. Vous pouvez voir clairement ici, je crois, l'impact de ces doses. Les deuxièmes doses et de garder en tête que la première personne a eu le vaccin le 8 décembre en 2020. Vous pouvez voir que la deuxième dose ne rentre pas en effet à seulement plus tard. Donc, si vous retournez et vous regardez ce diapo de la pandémie qui démontre que le Royaume-Uni avait diminué dans les 2 à 3 mois, en fait, la vaste majorité de cette amélioration a diminué à 110 jours. D'être fermé à la maison de confinement, c'est-à-dire pour empêcher la transmission avec un impact ajouté de vaccination. Évidemment, la viande de tout ça, c'est du confinement. Donc, la prochaine question, est-ce que le vaccin va fonctionner? Donc, pourquoi même poser cette question? Donc, on pose cette question parce que nous avons vu dans les MII et dans les patients qui ont pris des immunosuppresseurs anti-TNF ou en combinaison que les réponses immunitaires à certains vaccins qui incluent pneumococcus, hépatite et d'autres vaccins expérimentaux sont réduits par rapport à la population. Donc, la question, est-ce que ça serait la même chose pour les gens qui ont le COVID dans cette situation? Donc, ce que vous voyez ici, c'était Tarek Ahmed et Nick Powell à Londres avec Nick Kennedy qui s'est formé avec nous à Edinburgh, qui travaille avec Tarek, et Claire Boucher qui est la géante la plus extraordinaire sur la planète, gérante de projet qui avait COVID elle-même. Et son combat et la lutte avec les symptômes a préparé une étude fantastique et ce que Claire a fait, c'est de préparer ces 92 sites qui ont recruté un grand nombre de patients, comme je vais vous montrer sur la prochaine diapo, dans les 12 semaines qui menaient vers Noël 2020. Et donc, Laurent et Kate, mon collègue de travail, qui nous a lancé à la 3e place dans cette table de discussion. Donc, on est vraiment heureux de les avoir. Voici ce que nous avons fait. Nous avons recruté des gens avec MII sur Infliximab de façon primaire parce que c'est les gens dans qui on était intéressés à explorer pour voir si Infliximab en tant qu'anti-TNF avait un impact sur la réponse et à la vaccination. Et nous pensions, pourquoi pas utiliser Glizumab parce que c'est un contrôle, parce que c'est spécifique, c'est pas démontré dans d'autres situations pour avoir un impact et d'autres réponses. Parce que les patients qui viennent à des intervalles à l'infusion pour avoir leur dose, en fait, 8 semaines, des fois accélérée et pour donner un très bon contrôle. Donc, on a recruté 2 patients sur Infliximab pour chacun sur Veluzumab et vous pouvez voir que c'était fait pour un total de 7229 patients. Maintenant, comparer ces 2 groupes, devait se poser la question, quels étaient les patients sous Infliximab et Veluzumab ont-ils eu des expériences COVID semblables? Ont-ils eu des mesures de distanciation sociale dans la première vague? La réponse, c'est oui. Leur exposition à COVID était-il le même? Oui. Donc, de façon plus importante, il n'y avait pas de différence entre Infliximab et Vedolizumab. Et ces patients qui ont rapporté les symptômes de COVID suspectés testés positifs par PCR pour SARS-CoV-2 et ont été hospitalisés avec un COVID-19 confirmé. Donc, il y avait une différence de façon géographique. Si on regarde ici, vous pouvez voir en fait en Écosse, on avait relativement des plus basses l'inclusion dans les études. Donc, c'était avant la deuxième grande vague. Septembre, octobre, novembre, décembre, lorsque les gens étaient recrutés, c'était des tests
les anticorps contre SARS-CoV-2. Et donc, en Écosse, le sud-ouest est 2 et les points chauds qu'on a vus à Londres et dans le côté nord et le milieu. Donc, les patients sur infliximab et belizumab, les mêmes expériences, le même nombre de cas confirmés et suspects d'infection de PCR prouvés contre SARS-CoV-2. Mais lorsqu'on mesure les anticorps contre les virus, contre la partie du virus, vous voyez des résultats très intéressants. Donc, les patients sur infliximab avaient seulement 3,4 avaient des anticorps contre SARS-CoV-2 et 6 pour ceux sur vedolizumab. Et donc, c'est une grande différence. Et lorsque vous regardez l'impact d'être sur un immunomodulateur, Captopril, Mecaptopril et Metarex, il y avait un effet encore plus important. Donc, si vous êtes sur infliximab et un modulateur, vous aviez des anticorps de 3 et si vous étiez sur infliximab sans immunomodulateur, c'était jusqu'à 4,1 et 6,3 sans. Donc, ça, c'est le premier point important. Donc, la deuxième partie importante, c'est de comprendre lequel des facteurs, les plusieurs qu'on a vus, étaient associés avec les anticorps de COVID. Et on a regardé un nombre de choses importantes. Est-ce que nous avons vu et que, comme prévu, et comme qui a été bien documenté maintenant, des nécessités non blancs étaient associées avec les anticorps à COVID et comme étant la région géographique que je vous ai déjà montré sur cette carte. Et de façon intéressante, lorsqu'on a demandé comment ils ont adhéré à la distanciation, ceux qui n'ont pas adhéré ont des plus hauts niveaux d'anticorps. Donc, quels facteurs sont associés à aucun anticorps de COVID, l'infliximab versus belizumab et être sur un immunomodulateur avec les deux facteurs clés. Donc, ça, c'est une façon de regarder. La prochaine façon de regarder que si vous aviez eu une infection prouvée de COVID-19 avec SARS-CoV-2, quel est le risque d'avoir des anticorps après avoir eu une infection avérée? Donc, lorsque vous avez des patients sur vedolizumab, vous avez 83 d'avoir séroconversion. Et à infliximab, si vous regardez tous les patients, c'était 48 si vous regardez les combos infliximab et immunomodulateurs, c'était 37 Donc, dans cette phase, on dit, si vous êtes sur infliximab, vous allez, n'aurez pas, le risque ne sera pas augmenté. Vous avez produit des anticorps et on dit de continuer de prendre vos médicaments. Donc, je voudrais rajouter à ce point que de toutes les données que nous avons vues, que nous avons complétées et une très grande expérience dans les données ouvertes, regardant tous les patients aux Nations Unies, au Royaume-Uni, pardon, regardant la peau, les joints, on voit pas d'impact d'anti-TNF dans les cas sévères de COVID. Donc, possiblement que vous êtes inquiet d'avoir des avantages parce que vous prenez infliximab ou belizumab ou immunomodulateur, mais la réponse ne semble pas être ça. La réponse semble être que vous pouvez avoir COVID, mais c'est peut-être pas de haut risque d'avoir le COVID et que vos anticorps vont être encore moins. Donc, comment ça se traduit à la vaccination COVID? Et donc, voici la viande, voici l'information qui est là depuis 6 semaines maintenant. Et comme c'est sûr de le faire, mais la publication complète est arrivée ici sur le site web de GOT, qui est complètement publié et gratuit pour visionner. Donc, la première question ici, quel est l'impact d'infliximab sur la réponse immunitaire à la vaccination COVID-19? C'est important de reconnaître ici que nous mesurons un anticorps différent. Ici, on mesure les anticorps anti-SARS-CoV-2 spike. Et c'est différent de qui vous dit que vous avez eu un SARS-CoV-2 naturel d'infection qui regarde la vaccination seulement. Et donc, ces données, on a regardé 865 patients sur infliximab, 428 sur belizumab et environ la moitié de chaque avait Pfizer, BioNTech et la moitié avait Oxford AstraZeneca vaccin.
Donc, c'est la partie, la réponse après une dose de vaccin. Donc, si vous avez une dose de vaccin et vous n'avez pas eu d'autres infections, voici ce que vous voyez. Vous voyez le patient sur Infliximab à gauche ici, avec Pfizer-BioNTech, et les patients ici, Infliximab sur la gauche, du côté droite, sur AstraZeneca, des niveaux plus bas. Le noir, c'est la moyenne, des niveaux plus bas que ceux qui sont sur Velizumab sur les deux vaccins. Donc, Velizumab avec Pfizer-BioNTech, vous voyez la ligne noire ici. C'est une bonne place, c'est AstraZeneca ici 2, mais c'est Infliximab, ici c'est plus bas. Donc, OK? Ici, cette ligne bleue indique la ligne de coupe qui confirme la protection dans les tests qui ont été faits. Donc, si vous jugez sur les facteurs associés avec la concentration d'anticorps de pointe, c'est la même chose avec les deux vaccins pour démontrer que vous pouvez voir Infliximab comparé à Velizumab, immunomodulateur, un petit effet pour la maladie de Crohn, un effet pour ceux qui sont plus vieux et d'être un fumeur. Et si vous êtes de non blanc, votre protection, en fait, était mieux. Quel pourcentage de patients ont développé les anticorps protecteurs contre le COVID semblable à ce qu'on a fait avec l'autre? On a regardé premièrement le taux, on a regardé combien une conversion, le séropositif pour la vaccination. Et je vais vous montrer les panels ici de gauche pour Pfizer-BioNTech, ici que vous voyez la partie gauche, pardon. Et vous pouvez voir les patients sur Infliximab avec Thiopurine ou un autre immunomodulateur 27,1, peut-être un petit peu mieux, monothérapie et Velizumab avec modulateur ici 55,6 %. Velizumab, monothérapie était la meilleure sur le tout et ça se reflète dans ce qu'on voit ici avec AstraZeneca aussi. Maintenant, à date, peut-être que vous pensez que ça ne semble pas être incroyable, mais vraiment, il y a un point important, des bonnes nouvelles, un élément positif ici dans l'histoire. La partie importante, c'est que si vous avez eu 2 expositions à COVID antigène, soit que vous avez déjà eu une infection de COVID et que vous avez une dose de vaccin, ou si vous avez eu 2 doses de vaccin, votre protection est complète et vraiment bonne. Et je veux que vous gardez le focus ici sur la partie gauche de ces 4 panels en premier. Vous avez les 3 ici, les lignes vertes complètement à gauche qui sont pour l'Infliximab dans ce groupe. Et vous pouvez voir, c'est ce qu'on a vu avant, une dose sans infection. Vous êtes en bas de la ligne bleue. Mais si vous avez une dose et une infection, vous êtes beaucoup plus haut. Et ici, si vous avez eu 2 doses, et on voit la même chose dans ce groupe Velizumab et quelque chose commence un petit peu plus haut. Et donc, ensuite, de façon importante, on voit la même chose, effet possible du vaccin avec AstraZeneca. Et donc, voici le 3e panneau. Et le 2e en vert ici, vous pouvez voir une dose sans infection et même chose avec Pfizer-BioNTech, une dose avec une infection avant et plus haut. On avait des données plus haut avec 2 doses d'AstraZeneca. On voit le même effet. Donc, des patients sur Infliximab après une dose de l'un ou l'autre vaccin ont des niveaux inférieurs d'anticorps protecteurs contre le COVID, mais les patients sous Infliximab ont des taux normaux d'anticorps protecteurs si ils ont déjà eu COVID et reçoivent une dose de vaccin ou avoir 2 doses de vaccin. Bon, quels médicaments sont concernés? Donc, ça s'applique à tous les anti-TNF, qui veut dire Infliximab et adalimumab. Bien sûr que nous ne l'ayons pas étudié séparément, nous supposons que ça s'applique également aux personnes prenant des immunomodulateurs uniquement. Comme ils peuvent aussi avoir un petit effet après une dose. Et aussi, on suspecte que ça s'applique aux ceux qui prennent ces médicaments pour des indications non MII ou l'inflammation, la maladie de la peau ou encore, mais on ne peut pas dire certainement parce qu'on n'a pas étudié cette partie. Je crois que c'est la diapo la plus importante que je voulais vous montrer ce soir. Je prends un de ces médicaments que devrais-je faire? Premièrement, de ne pas t'inquiéter, continuez à prendre vos médicaments. Deuxième, troisièmement, faites-vous vacciner le plus tôt possible.
Quatrièmement, après la première dose de vaccin, continuez à vous distancer socialement. Après un vaccin, tout le monde dans la société devrait continuer à avoir une distanciation sociale. C'est vrai surtout pour les patients qui sont sur un de ces médicaments. Et comme Gil et Eric ont dit, nous essayons d'avoir la priorité pour le deuxième vaccin et la deuxième dose. Donc, le message clé, je crois, on a parlé des risques, c'est pas vraiment pas avoir avec le MII, mais plus avoir avec l'âge, la comorbidité, les maladies, de continuer à prendre vos médicaments, de continuer à être traité pour votre MII. L'adhérence continue, arrêtez pas de prendre les maladies, soyez vaccinés, n'importe quel, un ou l'autre, même si précédemment infecté par le virus, continuez à avoir les deux directives de santé publique, même si vous avez reçu les 2 doses de vaccination contre le SRAS-COVID-2. Maintenant, comment vacciner le monde, c'est quelque chose pour le temps de questions plutôt que maintenant. Donc, je vous laisse, je crois, avec quelques petits points que je veux vous apporter. C'était vraiment un moment difficile pour nous tous et ça continue à l'être. On a eu une pandémie affreuse ici au Royaume-Uni. Mon expérience, c'est que ça a fait que les gens de tous les différents groupes et différentes personnes de différentes sphères de société de différentes façons. Et la famille, les amis et les employés continuer à construire la résilience en vous. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe ensuite, mais ce qu'on voit ici au Royaume-Uni, c'est ce qui arrive ensuite au travers des confinements et par la vaccination semble vraiment optimiste maintenant, finalement. Donc, il n'y a pas de signaux de mal pour les patients avec les maladies immunosuppression. Et donc, soyez rassurés. Et la raison pour être optimiste. Donc, c'est tout pour moi. Et je redonne le micro maintenant à les personnes pour la prochaine partie. Merci. Merci, Dr. Leeson. J'ai aimé le fait que tu as cité le besoin d'être stoïque et ici est vraiment important. Et avec ça, je vais introduire Dr. Anne Famhi, experte. Et la question que je lui ai présentée, sachant ces données de Dr. Lee, le groupe de MII, est-ce que c'est l'histoire complète? On ne veut pas vous confondre avec trop d'immunologie, mais c'est vraiment important que nous puissions présenter plus d'une histoire pour les vaccins et l'immunologie, parce que le message que nous avons eu que les anticorps ne sont pas nécessairement la pleine histoire. Donc, docteur Pham Huy, partager ton écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que vous pouvez m'entendre? Oui, on peut vous entendre et on voit la diapo aussi. Excellent. Premièrement, je veux remercier le groupe au complet de m'avoir invité. Je crois que ces webinaires sont fantastiques pour vos preneurs de soins, votre population. C'est vraiment clair. Il y a tellement de clarté, je crois. J'apprécie vraiment de pouvoir parler aujourd'hui, malgré que je vous donne un peu de l'histoire, pas sûr de vous donner l'histoire au complet quand l'histoire continue à se développer. Donc, je n'ai pas de choses à souligner, mais pour toutes les discussions que je donne sur COVID, c'est de vous rappeler que la date d'aujourd'hui, on est le 29 avril 2021, au cas où que tout ce que je dis en mai a évolué. Et encore, l'information que je vais vous donner est examinée d'aujourd'hui basée sur les preuves actuelles. Et comme nous avons appris en tant que communauté globale, la science évolue, ça change, elle s'adapte, ça change d'idée, c'est jamais plate. Et donc, j'aimerais commencer en vous rappelant tout le monde qu'en fait, on fait face à 2 ennemis dans cette pandémie. Donc, la première, c'est très familier. Vous reconnaissez, on montre ces images à un enfant de 2 ans, il va reconnaître c'est quoi. Donc, ce sera SARS-CoV-2, mais aussi, on fait face à un autre ennemi. C'est l'inconnu. Et il y a encore beaucoup à apprendre sur cette infection, cette maladie, ce virus. Nous avons appris beaucoup lorsqu'on pense à
où nous étions là, 16-15 mois. Il y a beaucoup à apprendre encore et ça a été vraiment une expérience d'humilité d'apprendre sur cette infection et d'essayer de planifier, d'essayer de prédire la prochaine étape. Donc, même chose, lorsqu'on travaille avec COVID-19 et les vaccins, il y a tellement de différentes places qui se déplacent. J'ai le privilège d'être assis sur différents groupes de travail ou de comités et le nombre de problèmes que nous voulons adresser, la liste continue à grandir à tous les jours et chacune d'elles sont importantes et aussi d'une variété de degrés dépendant de la population, mais ils ont besoin d'être adressés et on espère qu'on va essayer d'adresser avec la preuve et la science. Donc, encore une fois, le vaccin COVID, mon petit nuage noir, je veux vous rappeler, tout le monde, que nous ne connaissons pas les corrélations de protection. Un corrélate de protection veut dire que y a-t-il un marqueur ou quelque chose qu'on peut mesurer qui va nous dire que nous pouvons prévenir l'infection. Donc, pour certaines maladies, comme tétanos, hépatite, on a un chiffre, une quantité d'anticorps, par exemple, dans le sang que nous connaissons que si nous avons ce niveau, alors nous sommes protégés des maladies. Donc, dans le cas de COVID-19, nous ne savons pas encore les corrélates de protection. Un autre inconnu, c'est qu'on commence à apprendre sur la protection, l'immunité, mais on ne connaît pas la durée de cette protection. On fait une extrapolation de différents virus et nous avons des expériences de vie de 16 à 15 mois, mais personne n'a l'expérience de 10 ans avec ce virus. On ne peut pas vous le dire encore. Lorsqu'on travaille avec les vaccins de COVID, il y a beaucoup de discussions sur l'efficacité et on essaie de découvrir le degré de protection venant du vaccin. Mais j'aime vous rappeler que ça dépend sur ce que nous mesurons. Les choses que nous mesurons, que nous avons regardées particulièrement dans les essais cliniques, possiblement différents de la plus grande population. Donc, par exemple, dans la plupart des cas, les études ne sont pas en ordre, mais la plupart des essais cliniques ont regardé l'efficacité des vaccins comme le degré de protection, donc les maladies symptomatiques. Donc, il y avait le PCR positif avec un cas de, que ce soit la fièvre, difficulté à respirer, etc. Mais quelques-unes de ces études ont regardé aussi les maladies, la mort, la prévention d'hospitalisation, mais possiblement qu'il n'y a pas eu assez de cas pour vraiment attribuer. Il y a des tendances pour suggérer que certainement ces vaccins sont assez efficaces pour prévenir la maladie, la mort et de prévenir l'hospitalisation. Mais si pour prévenir des maladies asymptomatiques, il y a des individus qui n'ont pas de symptômes, mais qui, en fait, sont infectés. Et qu'est-ce que ça veut dire en termes de prévenir la transmission? Je dis ça parce qu'on parle beaucoup de c'est quoi, quand j'ai une dose de vaccin, est-ce que je peux aller voir des gens non vaccinés immuno-affectés ou un ami. Donc, pour prévenir, empêcher la transmission, c'est inconnu encore. Donc, le vaccin idéal de COVID, idéalement, aurait des anticorps qui pourraient durer, neutralisant à titre élevé. Et donc, on en parlera un petit peu ce que ça veut dire. Et aussi, dans un monde idéal, donner ce qu'on dit l'immunité de stérilisation, fournir une immunité stérilisée pour prévenir les maladies et les transmissions ultérieures. Et il y a certains vaccins qui peuvent le faire, prévenir certaines maladies, mais diminuer la transmission. Et donc, je ne l'ai pas mis ici, mais la prochaine étape, ce serait un vaccin sécuritaire. Donc, on parle de l'immunité à SRAS-CoV-2. Et on a, oui, plus d'expérience et je vous dirais que le système immunitaire que j'ai le plus de respect pour, je crois, mon fit bias, c'est très compliqué, c'est complexe, il y a beaucoup d'aspects,
Il y a beaucoup de redondance, beaucoup de coordination entre différents chemins ou parties. Mais j'aime simplifier les choses. J'aimerais que les choses soient dans des boîtes. Donc, je vais vous donner deux grandes boîtes aujourd'hui. Donc, premièrement, l'immunité à SRAS-CoV-2. Je vous dirais qu'il y a deux grands points. Premièrement, c'est l'immunité innée. Peut-être que vous avez entendu un système, un programme, on est né avec. Ça inclut des différents obstacles physiques, la peau, ça peut être chimique, même l'acidité dans ton estomac. Et aussi, ça implique une variété de différentes cellules importantes. Et j'appellerais ça les premiers intervenants. Le premier site de danger, ils arrivent rapidement, c'est lancé rapidement. Malheureusement, elle n'a pas de mémoire, donc c'est très particulier. C'est pas lancé par différentes choses, mais un vrai danger va l'alerter, mais la réponse sera la même qu'avec chacune des présentations. Elle ne se souvient pas pour le prochain événement. Et donc, ça, c'est inné, l'immunité innée qui est vraiment important et important dans le contexte de SRAS-CoV-2. Donc, il y a beaucoup de rapports d'études qui ont été faits et documentés d'individus qui ont eu SRAS-CoV-2 vraiment sévère. Et on ne s'attendait pas à cela. Et lorsqu'on a creusé plus profond, il y avait des défauts génétiques qui affectaient leur état inné et l'autre bras sur les réponses immunosuppressantes et d'autres pathogènes, c'est l'immunité adaptive. C'est les programmes appris, les programmes appris par infection naturelle ou activité immunitaire, l'immunisation active. Et cette catégorie implique les anticorps dont on a entendu parler. On aime les anticorps et c'est vraiment important, mais ça implique aussi une variété d'autres cellules importantes. Ça prend un peu plus de temps à activer l'immunité adaptive. Donc, ça prend, en général, on dit 7 à 14 jours ou quelques jours. Et définitivement, ça continue à évoluer et après des semaines et des mois. Donc, cette immunité adaptive a une mémoire. Donc, la mémoire, une fois les pathogènes SRAS-CoV-2 est présentée au système immunitaire, la réponse adaptive va se souvenir particulièrement cette infection et d'être préparé pour la prochaine rencontre. Donc, c'est très spécifique, une réponse immunitaire. Donc, je le compare inné. C'est le système d'alarme, de feu. Le danger est activé rapidement. C'est très efficace. Des fois, c'est mais adaptif, c'est les pompiers qui viennent. Ils ne viennent pas de façon instantanée, mais ils sont vraiment efficaces. Ils sont ciblés et c'est inné et adaptif en résumé. Donc, on va concentrer sur l'immunité adaptive au SRAS-CoV-2 et nous avons déjà parlé d'une question vraiment importante dans les anticorps et nous en parlerons un peu plus. Il y a différents types d'anticorps et de sous-types, mais j'aimerais vous introduire à trois autres des nombres oubliés de l'immunité mémoire. Donc, c'est les cellules B mémoire. Elles sont produites à la première rencontre de l'infection, du vaccin, de l'antigène. C'est les cellules B, c'est les types de cellules qui font les anticorps. Et donc, vous voulez garder les cellules mémoire pour faire comme une deuxième réponse. Donc, CD8, un type de cellules T qui peuvent tuer directement. Et ça infecte les cellules humaines. Donc, ils se cachent dans la cellule, mais les CD8 peuvent les reconnaître et les tuer directement. Donc, c'est vraiment intéressant comme cellule. Et ensuite, les CD4, un autre sous-cellule T-cellule pour aider les cellules B à rencontrer les anticorps. Donc, les CD4 et il y a une composante mémoire sur ces deux cellules T. Donc, encore une fois, c'est l'équipe partante que vous voulez avoir
avec l'immunité à SRAS-CoV-2. C'est un petit peu schématique aussi à ce qui arrive pour vous montrer la relation entre inné et adapté. Inné commence en premier et adapté, et on a des virus qui vont monter et on espère avec une adaptation pour les anticorps et les cellules T, vous aurez ces virus vont sortir du système et ils vont s'en débarrasser et la charge virale va diminuer. Ça, c'est pour voir ce qui arrive si vous êtes re-exposé. Et ça, en général, sur cet axis, les concentrations d'anticorps dans le temps, disons la première exposition, la première infection à SRAS-CoV-2. Et comme on peut voir, ça prend un peu de temps avant de faire les anticorps. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle immunité primaire, réponse faible, anticorps d'affinité qui vont au début, malgré qu'ils sont bons, ce qu'on appelle affinité très basse et très faible, mais ce ne sont pas les plus raffinés. Mais vous allez créer des mémoires de sous-cellules T. Si vous êtes exposé une deuxième fois au même pathogène, ils vont se souvenir et la réponse immunitaire va être beaucoup plus forte, plus robuste, plus rapide. Vous allez produire une plus haute affinité d'anticorps qui s'appelle l'immunité secondaire. Donc, pas tous les anticorps sont faits de façon égale. Je ne passerai pas par tous les détails. Il y a différents types, isotypes, mais le concept ici, l'affinité, la force de s'unir épitope, c'est les petites parties qui s'attachent, les anticorps ici, comme ça ressemble à cela, et ça s'attache aux antigènes et épitope, c'est cette place où elle s'attache. Et donc, affinité, c'est l'affinité collective de différentes liaisons multiples et chaque ont plusieurs sites de liaison. Ils peuvent s'unir ensemble et lier les différents épitopes. Donc, c'est comme un travail d'équipe. Ici encore, c'est un autre graphique un peu plus raffiné. Ce qui arrive dans le temps, donc encore une fois, disons que tu es infecté avec SRAS-CoV-2 et le ARN et le matériel, combien de virus que vous avez et ça augmente dans le temps. Si on n'avait pas d'immunité adaptive, ça serait hors contrôle, le virus continuerait de se multiplier, mais parce que nous avons l'immunité adaptive, le premier anticorps qui se présente en termes de IgM et IgA, différents types d'anticorps qui se présentent initialement, que ceux-là, généralement, ont une petite affinité, mais ils peuvent être ensemble et s'unir. Et encore une fois, le IgG, c'est plus à long terme, l'affinité, les anticorps qui prennent un peu plus de temps à rentrer en jeu, mais ils vont durer beaucoup plus longtemps, ils vont avoir un plateau et éventuellement diminuer. Ici, c'est possible. Donc, une extrapolation ici théorique. Est-ce que c'est 54, 76, 1 an, 6 ans? Il y a des infections qui peuvent avoir une durabilité de IgG pendant un bon temps, mais la majorité des infections vont diminuer. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas protégé, mais ça veut dire que vous n'êtes pas, garderez pas la quantité d'anticorps qui suit. Donc, la grande question, qu'est-ce qui se passe si, donc peut-être prendre un pas de recul ici, lorsqu'on vous montre ce graphique ici, on parlait d'infection. Mais faites semblant que c'est la même chose que l'exposition initiale, la première dose de vaccin et la deuxième exposition, c'est la deuxième dose de vaccin et qu'on s'attend que la première réponse ici, après la première dose, est une deuxième réponse immunitaire. On s'attend à ça dans la majorité de nos vaccins, mais la première dose, c'est dans la première dose que c'est mieux, mais la deuxième dose, c'est qu'on veut être robuste et des anticorps, des affinités plus serrées, des anticorps, mais vous voulez aussi cette durabilité à long terme à ce niveau. Donc, ici, on voit, ici, je l'ai dessiné, donc c'est pas
exactement précis, mais c'est pour élucider ici le concept. Que se passe-t-il si vous retardez la seconde dose de vaccin et la réponse immunitaire? Bon, voici beaucoup d'essais avec le NRA pour ceux qui n'ont pas reçu encore les vaccins et séparés. Donc, on s'attend à avoir des anticorps à l'entour de ce moment. Et donc, vous avez la première réponse. Et disons encore, ça ne descendrait pas si bas. Et vous avez la deuxième dose et par autorisation entre 21 et 28 jours. Et après ça, une deuxième réponse immunitaire. Et éventuellement, si tu étais pour mesurer ces anticorps dans le temps, il y aura un plateau et éventuellement être très bas. Mais qu'est-ce qui arrive si vous rallongez la deuxième dose? Plutôt que de la donner ici, que vous décidez de la donner à 112 ou 120 jours, disons, à 4 mois, et on fait un délai. Éventuellement, ce qui se passe, c'est que les anticorps qui sont produits après le premier vaccin auraient un plateau et diminué, mais ce n'est pas nécessairement zéro et c'est peu probable d'être un vrai zéro. Des fois, et même maintenant dans les infections naturelles, lorsqu'ils mesurent leurs anticorps et ils sont indétectables, c'est probablement pas un vrai zéro, mais pas assez pour qu'on puisse les détecter dans nos tests. Mais si on était pour donner une deuxième dose ici, la présomption, ça serait que tu aurais la deuxième réponse immunitaire. Après la deuxième dose, une haute neutralisation d'anticorps, encore une fois, parce que c'est la deuxième exposition. Donc, du point de vue immunologique, les biologiques, lorsque les gens demandent est-ce que je fais un délai, je crois que ça va fonctionner bien, même si c'est la deuxième dose en délai. Le seul, si c'est plus haut ici dans les anticorps, ça peut aider avec prévenir l'infection. Encore une fois, une autre idée, c'est qu'on ne connaît pas ce niveau. Est-ce que c'est 3, est-ce que 6, 9, 10? On ne connaît pas. Donc, le risque ici, c'est qu'en fait, si vous avez besoin d'un plus haut niveau d'anticorps neutralisants pour empêcher une infection, ensuite, c'est ton risque d'exposition. C'est ce temps entre les deux doses. Donc, je ne sais pas. Je ne crois pas plutôt basé sur l'immunologie et les vaccins et les principes, je ne crois pas que le délai de la deuxième dose va empêcher l'efficacité du vaccin. Vous allez quand même avoir votre deuxième immunoréponse. Mais si on doit comparer les deux, est-ce que les deux sont corrects en termes d'anticorps? Mais en général, les hauts niveaux de neutralisants d'anticorps sont plus efficaces à prévenir l'infection. Mais peut-être à risque durant cette période, si vous avez une première dose et ensuite vous décidez de ne pas faire suivre les précautions de santé publique et vous êtes exposé au COVID, vous avez été infecté encore, mais encore une fois, une fois que vous êtes infecté, cette infection va agir comme une deuxième exposition à l'antigène et donc possiblement vous allez avoir une réponse immunitaire. Peut-être vous n'aurez pas, ce ne sera pas sévère, mais vous allez être infecté encore. Et je dis ça, c'est possiblement, vous pouvez le baser sur tous ces principes, mais il n'y a pas d'études qui ont été faites particulièrement conçues pour être faites de cette façon. Il y a des données réelles sur les juridictions qui ont fait un délai de la deuxième dose et ce qui arrive, mais ça, c'est le principe et j'espère que ça vous aide à comprendre. Donc, ce que nous savons présentement, c'est qu'il y a des bonnes nouvelles, c'est que les gens ont dû deviner c'est quoi les antigènes, la même chose à cibler pour le SARS-CoV-2, c'était la protéine de pointe qui semble être la bonne cible. Lorsqu'on mesure les anticorps ciblés pour ceux qui ont eu le COVID-19 et le vaccin, les deux, c'est des anticorps, mais aussi les cellules T. Ça semble être vraiment ciblé à cette protéine. Mais ça, c'est une bonne nouvelle. Le vaccin semble être provoquer une utilisation élevée d'anticorps légèrement meilleurs que ceux du SARS-CoV-2 naturel d'infection. Et donc, suivant la vaccination, les cellules T, mais moins spécifiques aux protéines, et les cellules B se développent.
Donc, les cellules S qui ont été documentées, les protéines S qui ont été mesurées non seulement d'une partie de l'immunité, les anticorps et les cellules T, et ensemble avec l'affinité anti-SRAS COVID-2, la haute affinité peut aider à prévenir une infection ultérieure à SRAS COVID-2. Donc, ce qu'on pense que ça veut dire, je mets mon petit nuage noir parce que c'est ce qu'on croit, c'est que si le vaccin peut produire des anticorps neutralisants suffisamment élevés, espérons que ce serait suffisant pour émousser la taille initiale du inoculum viral et éviter la progression vers une maladie grave. Et on espère peut-être même des maladies symptomatiques, mais prévenir la maladie symptomatique et les infections et la transmission. Donc, il y a toujours des virus qui vont passer par les anticorps, mais avec le fait qu'on élicite les cellules T, mémoire, ces cellules aussi peuvent aider dans le temps de contrôler l'infection. Donc, il y a beaucoup d'études basées sur d'autres pathogènes, d'autres fonctions qui démontrent que les neutralisants, la réexposition ou deuxième exposition, présence de les antigènes vont stimuler les cellules B mémoire pour monter une réponse humorale rapide et efficace. La diminution des titres d'anticorps ne signifie pas nécessairement qu'il y a une immunité décroissante ou défectueuse. On s'attend à ce que le titre d'anticorps diminue après résolution d'une infection. Donc, je crois encore que les anticorps font partie de l'histoire, mais ce n'est pas toute l'histoire. Et pour certaines populations, et possiblement pour ceux avec un peu de la maladie, l'immunité T. On a des patients qui, du point de vue génétique et déficitaire, n'ont pas de cellules B ou ne peuvent pas créer des anticorps. Donc, il y a définitivement des rapports de patients avec ce type de conditions où on ne fait pas d'anticorps et qu'ensuite, pour avoir COVID-19 et qu'ils réussissent bien, qui veut dire qu'ils n'avaient pas d'anticorps et qui ont pu clairer l'infection. Donc, c'est probable qu'une équipe, une approche d'équipe, l'anticorps sont importants, mais ils ne sont pas la seule partie de l'immunité que vous avez besoin d'avoir pour la protection contre SRAS-CoV-2. Donc, il y a des études de différents groupes qui regardent encore une fois différents aspects de la mémoire immunologique au SRAS-CoV-2. Ce groupe probablement a fait des études approfondies de regarder les deux anticorps, les cellules mémoire B et T, jusqu'à 8 mois après infection et ont trouvé que la majorité des patients ont utilisé à peu près 188 patients qui avaient COVID-19 d'infection et ils ont eu la mémoire de la cellule mémoire B. Et souvenez-vous qu'il y a beaucoup plus dans la protection que juste les anticorps. Et donc, oui, maintenant, pour la fin, cette question qu'on me demande souvent, qu'est-ce que je fais si je n'ai pas reçu encore le vaccin COVID? Qu'est-ce que je fais lorsque j'ai reçu une dose seulement d'un vaccin de 2 doses? Et qu'est-ce que je fais si j'ai reçu 2 doses d'un vaccin, 2 doses vaccin? Donc, c'est des questions vraiment importantes et la réponse change dépendant de où vous êtes et quelle est la date. Parce que ça a été en relation avec ce qui se passe dans la communauté et ce qui arrive de façon globale dans la pandémie. Donc, maintenant, à partir du 29 avril 2021, on parle à ce point ici au Canada. On expérimente une troisième vague dans la plupart des endroits dans le pays. C'est ça de continuer à suivre les conseils de santé publique et il n'y a aucune mesure qui est 100%. Et donc, s'il y a encore des hauts taux de virus qui circulent dans votre communauté, il y a une chance que vous puissiez être infecté ou exposé. Et donc, d'avoir 1 ou 2 doses de vaccin ou aucun vaccin ne fait pas que tu es complètement invincible. On a vu à 94 à 95% d'efficacité, ce n'est pas 100%. Donc, c'est un assez haut taux de chiffre. Il y a des gens qui vont percer au travers. On espère qu'ils vont pas des infections sévères.
Donc, c'est tout. Et donc, quelques petits messages à apporter avec vous. SRAS-CoV-2, l'immunisation amène une réponse immunitaire adaptive. La réponse immunitaire protectrice comprend 4 composantes anticorps, les cellules B mémoire CD4T et cellules CD8T. L'infection et la vaccination provoquent des taux élevés d'anticorps anti-spike qui diminuent durablement dans le temps, mais d'autres mécanismes persistent probablement plus longtemps en mémoire B et la cellule T qui sont activées régulièrement avec l'exposition, c'est-à-dire réinfection de la dose et prévenir l'infection ou de diminuer la gravité de la maladie serait le mieux. C'est tout ce que j'ai pour vous. Merci beaucoup. J'apprécie, Anne, c'était extraordinaire. Toi et Charlie, ces présentations étaient vraiment extraordinaires. Nous avons beaucoup de questions avant que ce webinaire. On essaie de les intégrer, ces questions, et les répondre dans les questions que nous vous avons demandé de présenter. Et durant ce webinaire, nous avons eu un grand nombre de questions posées par l'auditoire. On ne pourra pas passer par toutes les questions. On va essayer de les regrouper et de vous essayer de les répondre. Mais avant de poser la question, particulièrement pour Anne ou Charlie, je veux adresser une question qui a été demandée fréquemment avant le webinaire, qui est aussi un thème récurrent dans le temps de questions-réponses et alentour de la défense pour les gens MII, de comprendre qu'il y a les données qui sont présentées à l'entour de rencontrer cette deuxième dose assez rapidement. Que pourriez-vous en faire en tant que communauté? Y a-t-il quelque chose que les patients ou les soignants peuvent faire pour aider à plaider en faveur de la deuxième dose selon les directives du fabricant? Donc, avec cette idée d'avoir des experts gastro-entérologistes dans toutes les régions dans le monde pédiatrique et adulte et la santé publique et les spécialistes de maladies, les infirmières, les représentants patients pour quand les problèmes évoluent dans le temps, on peut faire la revue et donner des recommandations de Contre Colite Canada pour avoir à plaider pour ces causes. Donc, c'est une grande partie de notre travail depuis le début de 2021, incluant les données qui vont sortir du Royaume-Uni. Une fois que ces données sont sorties, on a fait une revue en tant que comité. Nous avons recommandé en tant que comité qu'il ne devrait pas avoir un délai entre la première et la deuxième dose, particulièrement pour les patients de MII et ceux qui prennent infliximab. Mais basé sur ces recommandations, Colite Canada a envoyé une lettre à NACI pour le Conseil, le Comité pour l'immunisation qui donne des lignes maîtresses pour les différents ministres de santé de les différentes provinces pour chacune des régions dans le pays. Et en plus d'envoyer ces lettres, cette information sur notre site web que vous pouvez utiliser en communauté et le CCC aussi rejoint les différents ministres dans différentes parties des provinces et ça, c'est un grand effort pour essayer de créer la défense pour aider tous les patients MII à être vaccinés pour avoir leur vaccin aussitôt que possible. Une des choses que Charlie a dit dans sa présentation au Royaume-Uni et au Canada, ils ont mis la faveur sur avoir la plupart des Canadiens pour recevoir la première et la deuxième vaccin. C'est vraiment important et une décision importante en autour des vaccins. Et c'est les groupes comme Crohn Colite Canada qui connaissent la population MII le mieux est de prendre la défense et de guider, de plaider et de diffuser de ce qu'on croit qui est la bonne chose à faire. Donc, on fait tout dans notre pouvoir pour refléter ça. Et en plus, il y a des individus qui rejoignent les provinces, même à l'extérieur de CCC. Je peux vous dire, pour moi et mes collègues, ont contacté les services d'Alberta de santé et HIS et de ceux qui sont sur les biologiques pour aller sur cette deuxième dose. Donc, on fait ces choses de façon active dans le contexte de ce que vous faites dans les communautés. C'est de partager votre information avec CCC, partager l'information avec le ministère de Santé dans les différentes provinces et de reconnaître que les familles individuelles, les médecins individuels et ceux dans le CCC n'ont pas le pouvoir d'affecter ce changement, mais nous allons plaidoyer pour vous à 100%.
Agreed, Gil. And I Donc, think je suis d'accord avec toi, Gil, et on doit reconnaître que Nancy et les provinces provinciales et ces groupes jouent avec le ballon de ça pour équilibrer le tout, pour faire du mieux qu'ils peuvent pour le plus de gens qu'ils peuvent. Et j'entends ils sont au courant des études qui viennent au Royaume-Uni. Ils font de leur mieux pour mettre ça en pratique et on doit continuer à plaidoyer pour eux. Mais l'idéal pour les patients de MII, c'est qu'ils n'ont pas le choix. Ils devraient avoir la première dose. Ils vont être inscrits pour la deuxième dose 16 semaines après. Et nous savons par les études que la deuxième dose est efficace même si elle est en délai. Donc, c'est important d'avoir cette première dose et de se protéger entre la première et la deuxième dose, demeurer isolé, rester à la maison, surtout si vous avez une maladie active ou sur les stéroïdes, et de faire de votre mieux pour suivre les lignes maîtresses publiques du ministère de la Santé. Donc, on va essayer d'adresser des questions. Il y en avait beaucoup, une centaine, donc on ne pourra pas tous y répondre. Dr. Lee ne restera pas jusqu'à 4 heures du matin au Royaume-Uni, mais je vais commencer avec un groupe de questions. Une population spéciale, disons, pour Dr. Pham. La première question, c'est est-ce que si on a le Pfizer Moderna numéro 1, est-ce qu'on peut AstraZeneca ou Johnson Johnson comme la dose numéro 2 ou vice-versa? Est-ce qu'on peut les mélanger les doses? Oui, c'est une très bonne question, surtout dans le contexte de l'incertitude de la donc, on doit maintenant aller avec la preuve et à ce point ici dans le temps, c'est qu'il n'y a pas de bonne étude pour démontrer à quoi ça peut ressembler de mélanger les doses, les vaccins. Donc, tous les vaccins contiennent les antigènes principaux qui ciblent, c'est les protéines de spike, mais qui sont semblables, mais ils ont différentes plateformes. Et il y en a qui sont RNA ou ADN. Et donc, ce n'est pas recommandé, mais si je sais qu'il y a des juridictions qui étudient cette option, donc je dirais de rester branché à la ligne officielle maintenant, c'est que de ne pas les mélanger, de garder la même dose, le même vaccin que vous avez reçu, mais ça peut changer au fur et à mesure qu'on a plus d'informations dans les semaines à venir. Et je suis conscient, je ne sais pas si Dr. Lee a quelque chose à ajouter, mais l'étude au Royaume-Uni qui regarde cette question définitive. Donc, nous allons avoir cette réponse bientôt. Es-tu au courant de ça, Charlie? Oui, définitivement. Le Royaume-Uni décide de donner à tout le monde une dose, surtout les groupes à risque de MII à l'automne, et ça sera Pfizer. Donc, pour cette raison, plutôt que la deuxième dose de standard d'immunisation. Donc, c'est bon, c'est un bon chemin pour Anne en tant qu'immunologie. Pensez-vous qu'on va avoir besoin des vaccins plus tard pour booster, si on veut, le système immunitaire? Une autre bonne question. Donc, on ne sait pas exactement encore, mais ce que je suspecte, c'est que, dépendant de quel type de variante qui vont émerger, qui vont circuler, ça pourrait être possiblement plus les ajustements du vaccin plutôt qu'un booster, si on veut. Et donc, ça va dépendre aussi sur les situations dans lesquelles on se trouve. Si on est encore, je ne veux même pas le dire, dans la vague 5 ou 6 ou dans une année, des vaccins de rappel, est-ce qu'on va vouloir avoir ces anticorps, on va les vouloir dans notre corps, garder dans le sang pour prévenir la transmission autant que possible. Mais si les taux sont bas, on n'aura possiblement pas besoin d'un haut niveau. Donc, c'est une bonne question. Ça va dépendre de la situation dans le futur, si nous allons avoir besoin de vaccins de rappel à l'avenir. Donc, s'il y a beaucoup de variantes qui démontrent que les vaccins ne peuvent nous prévenir ou protéger, et donc, ce sera un ajustement du vaccin qui sont déjà en train de travailler. Infliximab, ceux qui sont sur Infliximab et qui sont exposés à une dose, un peut avoir une hypothèse que l'immunité va pousser rapidement plutôt que ceux qui n'ont pas été sur les médicaments. Donc, nous allons découvrir en clarté ces patients ont des suivis et des vérifications de sang à chaque fois qu'ils viennent pour l'infusion.
Et donc, on devrait, dans les prochains 6 mois, lorsque c'est vraiment important, d'avoir une bonne compréhension s'il y a quelque chose en particulier pour nos patients qui méritent d'avoir une dose de rappel. Donc, pas tous les patients sont égaux et auront les mêmes. C'est très hétérogène. Donc, pour les patients immunocompromis, et possiblement, ils vont avoir besoin des vaccins de rappel. Donc, un certain point que je veux rappeler pour l'auditoire, c'est que ces questions qui sont importantes pour vous, la communauté de MII, sont importantes pour tellement de différentes populations. Il y a beaucoup d'études qui sont faites de beaucoup de populations, mais beaucoup d'études qui ne sont pas faites dans les populations non MII. Et donc, la chose qui devrait nous rassurer, c'est qu'on ne peut pas répondre à toutes les questions aujourd'hui, mais il y a tellement de recherches. Et clairement, le MII, c'est un bel exemple de ce qui se passe dans les Royaumes-Unis. On fait beaucoup ici au Canada. Les données que vous allez voir publiées dans les prochains mois et une bonne quantité d'études ajustées vers le MII. Et je sais cela parce qu'on est tous impliqués avec ces études, avec beaucoup de fonds qui sont mis dans ces recherches. Et donc, la population MII va avoir des choses particulières pour eux et extrapoler vers d'autres groupes qui n'ont pas eu ce niveau d'études. Donc, une chose que je veux faire ici, demander à Charlie une question et je vais essayer de regrouper beaucoup de questions qui ont été demandées alentour de les différentes drogues, les médicaments que les gens vont utiliser, l'impact qu'on peut avoir. Et un préface, clairement, IBD, on regardé infliximab, c'est les biosimilaires, Inflexia, Reflexix, Violuzumab, ces deux médicaments sont infusions et je sais que c'est une raison qu'ils ont été choisis. Corrige-moi, Charlie. Il y a un accès pour avoir le sang, les Humira, qui est un anti-TNF comme Infliximab, mais une injection. Donc, il n'y avait pas d'utilité. Ça a été étudié dans d'autres études, mais encore une fois, les injections Stelara, Stomachbac, ne seraient pas inclus et les médicaments oraux, Mesalmin, n'ont été pas étudiés aussi. Donc, je veux qualifier que la raison que Infliximab et Violuzumab ont été choisis. Et Charlie, tu pourrais nous donner un peu de pensée sur ce que tu penses en autour de d'autres médicaments. Penses-tu que l'anti-TNF a une classe à elle? Est-ce qu'on peut extrapoler les données pour les gens sur Humira ou autres? Et que penses-tu des médicaments qui n'ont pas été Stelara, tofazolinab? Donc, premièrement, je veux clarifier le rationnel derrière l'étude, c'est qu'on mettait à l'épreuve l'hypothèse qui ont les médicaments qui ont cet effet. Et oui, on est allé pour l'intraveineuse parce que les patients qui vont dans les hôpitaux, gardant en tête que pour plusieurs d'entre eux, dans la dernière année, la plupart des patients ne sont pas venus aux hôpitaux. On a fait les cliniques par téléphone, donc ça ouvre beaucoup plus dans les mois. Et c'était, les gens venaient à l'hôpital, mais la beauté, Infliximab, Violuzumab, en tant que contrôle, c'était qu'ils viennent avec les intervalles semblables dans le temps. On a permis pour les patients de changer de subcutané que nous avons fait dans les derniers 6 mois aussi. Donc, regardons d'autres médicaments. Je crois que c'est très probable que tu es anti-TNF. Il n'y a pas de vraie raison pourquoi ça ne devrait pas l'être. Donc, je dirais, je ne peux pas dire certainement, mais que c'est très probable que ce que nous voyons pour Infliximab, ça s'applique à adalimumab, Humira, les biosimilaires, et pour Symphony. Est-ce que ça s'applique les immunomodulateurs? Nous savons que ça s'applique en combinaison avec un anti-TNF et nous savons l'effet Violuzumab en combinaison. Donc, on peut être presque certain qu'il y a un effet indépendant à azathioprine et methotrexate. La grandeur de cet effet, si quelqu'un prend ces médicaments à elle seule, on ne le sait pas parce qu'on n'a pas étudié cela. Donc, c'est raisonnable de présumer qu'il y a des effets qui sont là, mais probablement que c'est plus bas que l'effet que ce qu'on voit avec anti-TNF est plus bas que
pour les patients qui sont sur les deux anti-NF et les antimodulateurs. Lorsque ça vient à d'autres médicaments, on ne sait pas réellement. Stelara, Tafacet, Mestalgance, on n'a pas de données pour supporter ça dans la clarté de l'étude. Mais maintenant, on est subventionné et sur la veille de lancer une étude parallèle pour Clarity VIP, l'étude que Nick Powell va diriger avec la même équipe de projet. On va étudier asekinumab, modulateur, Adlimap, Tafasitamab. Et dans cette étude, on va cibler les gens après la deuxième dose du vaccin parce que c'est là qu'on veut vraiment savoir l'impact de mécanismes. On regarder les mécanismes, pas seulement les anticorps, mais les T-cellules T. Et une chose que je rajouterais à ça, c'est qu'il y a d'autres groupes. Notre groupe au Calgary qui fait une étude semblable, qui regarde toutes les différentes classifications, les différentes données. Et cet été, pour vérifier les failles, et le Mount Sinai et New York ont publié Gastroentérologie, une étude maintenant aux États-Unis, d'utiliser beaucoup de vaccins et donc il n'y a plus un problème avec le temps entre la première et la deuxième dose et les données des États-Unis qui regardent un différent nombre de biologiques, incluant les deux anti-TNF, infliximab et Stelara, et tous leurs données de 0 à 4 semaines plus tard, c'est tout à MNRA. Et ils ont tous des hauts anticorps et qui inclut les patients avec Stelara. Le seul défi aux États-Unis dans les données, c'est que c'est un plus petit groupe d'études comparé à l'étude qui a été faite au Royaume-Uni. Donc, on a besoin un petit peu plus de temps pour avoir plus de clarté sur ces autres médicaments. Oui, je suis d'accord avec toi. Donc, pour Anne ou Charlie, Anne, les stéroïdes, il y a beaucoup de discussions sur les stéroïdes dans l'entour de la table lorsqu'on faisait nos lignes maîtresses. Donc, quelles sont tes pensées sur les gens qui sont sur les stéroïdes, s'ils devraient avoir le vaccin ou d'attendre? Good question. Oui, c'est une bonne question. Donc, en général, on veut donner le vaccin au moment où la personne est au plus bas de son immunosuppression, si tu as un contrôle sur ça. Donc, des fois, on n'a pas le contrôle sur ça, mais des fois, oui. Donc, par exemple, si on connaît un patient qu'on est à veille de commencer les stéroïdes et que si on peut donner le vaccin dans cette fenêtre de temps, c'est idéal comme situation. Mais en vraie vie, ce n'est pas idéal. Et l'extrapolation encore des autres études, on sait que certaines doses de stéroïdes peuvent être tellement haut qu'on ne pourra pas arriver à une réponse assez rapide et aussi haute. Bon, on dit un équivalent de 2 par kilo de prednisone pour plus que 14 jours, une journée de high de stéroïdes, mais si tu es sur stéroïdes à long terme et les grandes doses, c'est probablement pas un bon temps pour donner le vaccin à ce moment-là. Donc, si vous avez le contrôle sur ça et de prendre cette fenêtre d'opportunité, mais encore une fois, je crois que tout immunosuppresseur, on ne voudrait pas la réponse optimale, ça ne sera pas nécessairement 0, mais en général, si vous pourriez éviter le temps de haut de immunosuppression, c'est idéal. Je crois que la chose la plus importante de dire, c'est que toute gérance de MII n'implique pas les utilisations à long terme de stéroïdes à haute dose. On ne devrait pas utiliser des hautes doses de stéroïdes plus que quelques semaines et ça ne devrait pas durer plus que 8 semaines. Ça sera une bonne pratique. Donc, soyez vaccinés, peu importe, c'est mon avis. Particulièrement avec une grande dose, on devrait être sur les stéroïdes seulement pour une des vaccins et certainement l'effet sera correct après. Donc, c'est ma réponse là. Certainement, c'est raisonnable aussi, semblable à ce que j'ai dit. Ça dépend de l'individu et les circonstances du patient. Et, un rappel que si vous êtes sur les stéroïdes plus que 20 mg par jour, vous devriez rester à la maison et ne pas aller travailler pour vous protéger. Et donc, si c'est le cas et que vous pouvez rester à la maison et ne pas vous exposer à COVID potentiellement, c'est raisonnable d'attendre que les stéroïdes ont diminué. Et le plan, c'est de diminuer, bien sûr.
Et je crois que c'est raisonnable d'attendre. Si vous avez un membre de famille, par exemple, qui doit aller travailler dans une usine et nous savons le risque de COVID est haut dans certains domaines de travail et ceux qui sont sur la première ligne de front, je crois que vous êtes mieux d'être protégé que pas du tout. Donc, c'est vraiment une discussion que les gens devraient avoir avec leur médecin MII, évaluer les risques et les bienfaits d'avoir chacune d'elles. Moi, je voudrais rajouter au commentaire d'Éric non seulement que si vous êtes dans cette situation, mais souvenez-vous que vos membres de famille peuvent être vaccinés aussi, plus que vous pouvez vous protéger encore dans le contexte de stéroïdes, mais comme n'importe quoi, si vous avez la première dose, vous n'êtes pas confortable, peut-être que vous n'avez pas une grande réponse immuno. Une façon de vous protéger, c'est d'assurer que les gens alentour de vous sont vaccinés lorsqu'ils sont éligibles. Ils vont avoir leur propres limitations basées sur les critères, mais une chose que nous voyons, et un peu plus aux États-Unis, mais éventuellement arrivé ici au Canada, c'est que les vaccins, les gens qui sont hésitants d'avoir les vaccins dans la première fois, et il y a ceux qui reçoivent, et ça c'est plus aux États-Unis qu'ailleurs, qui ont eu la première, mais qui ne reviennent pas pour la deuxième dose. Donc, le plus qu'on peut créer une protection, le mieux qu'on est protégé aussi. Donc, il y avait des bonnes données qui ont sorti des Royaume-Uni cette semaine, une grande étude où ils ont regardé la possibilité de passer COVID si tu avais juste une dose de vaccin et c'est pas à moitié. Donc, ça, c'est dans la population générale. Donc, absolument, vous encouragez ces gens en autour de vous d'être vaccinés parce que même s'ils ont eu seulement une dose, s'ils attrapent le COVID, donc la moitié de chances de pouvoir le passer à quelqu'un d'autre. Donc, c'est un grand argument qui est là. Donc, une dose, en fait, malgré que dans notre contexte ici, n'est pas idéal pour la population générale, ça donne vraiment une bonne protection. Donc, une bonne réponse ici. Je m'excuse, Anne, j'ai perdu le fil de l'idée. Mes deux populations qui sont à spécialité, premièrement, les femmes enceintes et les femmes qui allaitent. Est-ce qu'ils devraient avoir le vaccin? Oui, pardon. Oui, devraient avoir le vaccin. On hésite lorsqu'on n'a pas de données, mais il y a des données qui augmentent et qui ont été publiées dans le New England Journal de médecine, qu'il y a un registre de femmes enceintes et qu'on voit des très hauts taux de morbidité et d'admission dans les femmes enceintes maintenant durant la troisième vague. Donc, définitivement, un grand oui. N'importe quel trimestre, s'ils sont en train d'allaiter, ça a été aussi ce message qui a été donné par le SOGC, la Société d'obstétrie au Canada et aux États-Unis. C'est bien établi que les femmes enceintes ont un COVID sévère s'ils sont enceintes et des chances augmentées de prématurité dans l'enfant. Donc, c'est important d'être vacciné. Et l'autre groupe aussi, c'est les enfants avec lesquels moi et toi, on travaille beaucoup de questions sur les enfants et ces vaccins. Les vaccins ne sont pas approuvés pour les enfants. Pfizer est approuvé pour 16 et plus et les autres sont approuvés pour 18 ans et plus. Mais je comprends maintenant de la question que je n'avais pas entendue, c'est qu'Alberta a ouvert l'éligibilité aux enfants de 2006 à 2009 qui est immunocompromis. Gil, est-ce que tu étais conscient de ça? Oui, donc les enfants qui sont sévèrement malades, une chose que je dirais, c'est que les données de Pfizer ont déjà été étudiées à 6 à 12 ans. Ces données ont sorti que c'est efficace et sécuritaire aussi. Et donc, je ne sais pas si tu veux faire des commentaires là-dessus aussi. Donc, Anne, veux-tu faire un commentaire? Oui, donc, ils ont lancé les nouvelles pour leurs études qui regardaient la sécurité et l'efficacité pour les 12 à 15 ans. Donc, c'est Pfizer seulement. Et c'était très bien reçu. C'était de 100% d'efficacité et pas de problème insécuritaire. 1200 enfants qui ont participé, 12 à 15 ans. Donc, de ma compréhension, ces données sera revue dans les semaines à venir par Santé Canada. Et NACI, donc nous devrions
avoir plus de données concrètes à vous donner. Par contre, le comité a mis ça comme une recommandation discrétionnaire pour les 12 à 15 ans avec des conditions médicales qui les met à plus haut risque de maladies sévères ou exposition. Donc, parlant de CHIO, on a commencé dans les dernières semaines à vacciner ceux à plus haut risque des enfants de 16 et plus, et aussi du cas par cas 12 à 15. Mais j'ai vu ça à Alberta qui l'ont ouvert aux 12 à 15 ans un peu plus large. Donc, ça va arriver bientôt, ça va changer au fur et à mesure qu'on voit les données pédiatriques dans les semaines à venir. Et on dirait, en tant que pédiatrie et gastro-entérologue, 16 ans et plus, si vous qualifiez, vous faire vacciner de 12 à 15 ans, avoir MII n'est vraiment pas un de ces risques, des gros risques d'avoir COVID sérieux et de mourir. Donc, la plupart des enfants de 12 à 15 ans, incluant les enfants avec MII, réussissent très bien. Et donc, on recommande d'attendre pour le Santé Canada et les recommandations de NACI pour ces enfants. Donc, AstraZeneca est utilisé maintenant dans les enfants de 2 ans et plus. Donc, ils sont allés très bas dans les groupes d'âge. Et cette étude est faite, mais on n'a pas les résultats encore. Je crois qu'en Israël aussi, ils ont trouvé que les vaccinations adultes ont donné beaucoup de protection au travers de la population, que maintenant, ils pensent qu'ils n'auront pas besoin de vacciner les enfants. Donc, ça dépend de qui t'entend en Israël. Je sais qu'il y a un grand argument à être fait pour nous de ne pas arriver à l'immunité de groupe si on n'immunise pas les enfants. Donc, je crois que certaines personnes disent qu'on devrait être en train de vacciner les enfants. On verra comment ça va se jouer, mais maintenant, les enfants en bas de 16 ans ne sont pas éligibles pour recevoir le vaccin, à part de s'ils ont des circonstances très spéciales. Et un point que je veux souligner pour le public ici, c'est que, par exemple, Alberta a pris cette décision. Donc, ça, c'était la province d'Alberta basée sur les recommandations sur les soins de santé qui sont un groupe qui donne des recommandations, qui donne la flexibilité de NACI et poussé par les résultats de Pfizer et leurs études qui montrent l'efficacité, évidemment, dans les nouvelles avant l'approbation, mais toutes les provinces vont traiter ça différemment, comme ils vont traiter la deuxième dose, quelle population ils vont prioriser. Mais c'est les différents défis de communication que nous avons dans ces webinaires ou sur le site web, c'est de savoir que pas tout le monde peut être relatif à chaque province, mais je peux vous dire qu'une fois qu'une province fait quelque chose, d'autres vont suivre. Au fur et à mesure que les données sortent, et on a vu ça lorsqu'on a eu la première question originale alentour de est-ce que les patients MII devraient se faire vacciner. Il y avait certaines provinces qui ont dirigé dans cette direction et maintenant tous vont dans cette direction. Une question que j'avais pour Charlie alentour de le timing du vaccin relatif à quand on prend nos médicaments. Ça a été demandé souvent. Une chose que je pourrais présumer, c'est qu'en clarté, c'est les anticorps, le décompte. Donc, c'est à toutes les 8 semaines de tes médicaments, prêt pour ta prochaine infusion, tu étais comme à la plus basse dose de Infliximab et ce serait le bon moment de prendre un sample de sang. Je suspecte que les gens ne venaient pas à milieu du cycle pour d'autres termes, mais je voulais clarifier que le temps pour la clarté, mais aussi, est-ce que vous avez une recommandation en entour du timing de quand avoir le vaccin et quand on doit la combinaison? On essaie de regarder les données, les différentes méthodes. C'est vraiment difficile de travailler si vraiment il y a un impact de l'infusion pour la vaccination et aussi s'il y a un impact, par exemple, sur le niveau de TRAP ou est-ce que ça a une corrélation? Donc, on ne peut pas répondre à cela. On a pris une approche pragmatique qui dit simplement prends le vaccin. Peu importe, on vous offre un rendez-vous et peu importe si c'est la même journée que l'infusion d'Infliximab, peu importe si c'est le même jour, la journée d'après que vous prenez à la maison ou non. Donc, on a eu ces avis, on l'a donné dès le début
Et c'est ce que les patients ont fait dans le Clarity Study, l'étude de Clarity, donc on ne voit pas un impact direct. Donc, c'est semblable à la littérature qu'on a revue et quand on a fait les lignes maîtresses, c'est qu'il y avait 3 études, de ce que je me souviens, 2 à rhumatologie et 1 à MII, les 2 à rhumatologie. Les 2 études disaient les 2 côtés étaient très des petites études en cycle, l'autre qui disait de le faire avant l'infusion. Et il y avait des résultats opposés et un MII disait qu'il n'y avait aucune influence de quand avoir le vaccin durant ton cycle. Donc, il n'y avait pas de différence. Et on pensait que pour le vaccin de la grippe, il n'y avait pas de recommandation de l'avoir à un certain moment donné dans ton cycle, que ce soit vrai ou non. Pour le vaccin COVID, on va découvrir bientôt. Et on pourrait trouver que, OK, j'ai vu beaucoup de questions qui étaient, OK, les centres d'infusion disent de garder quelques jours de l'infusion. Et beaucoup de cette raison, si vous étiez pour avoir une infusion et le vaccin le même jour, et que disons que vous avez une réaction au vaccin comme Eric a décrit, est-ce que c'est une réaction à l'infusion ou de le vaccin? Donc, les gens séparent le temps des deux un petit peu pour donner un petit peu d'espace entre les deux pour savoir. Donc, ça serait, si c'est ta première dose d'Infliximab, ça serait probablement pragmatique d'attendre. Donc, avec ça, je crois qu'on devrait terminer, sachant qu'il est très tard maintenant au Royaume-Uni. Donc, merci tellement, Dr. Lees, de t'être joint à nous aussi tard que cela, et Dr. Pham Huy, d'avoir resté durant ton souper de quasiment les 2 heures que nous avons fait cette réunion. On l'apprécie énormément pour vous tous. C'était très informatif et très compréhensible par le feedback et les rétroactions qu'on a de public. Donc, on remercie au public encore d'avoir été avec nous. On planifie d'avoir un autre webinaire le mois prochain. Je n'ai pas décidé le sujet encore, mais on va décider dans quelques semaines. Laissez-nous savoir vos suggestions, vos commentaires, vos idées que vous avez pour les sujets et s'il vous plaît, laissez vos rétroactions à la fin de cette présentation. Vous allez avoir un courriel avec une requête de rétroaction. On les lit à tous les mois et comme à l'habitude, on veut remercier les travailleurs de première ligne et les travailleurs au médical et le groupe que j'aimerais remercier particulièrement sont les gens qui sont impliqués dans les usines et les entrepôts qui doivent aller travailler parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de rester à la maison. Donc, on a vraiment besoin de pouvoir quitter le travail et de payer. Et ça a été un grand problème et quelque chose que les médecins poussent énormément partout dans toutes les provinces. Et on reconnaît que nous devons aller travailler pour nourrir nos familles et nous nous mettons à risque et tout le monde se met à risque et on apprécie énormément ce que vous faites pour nous garder tous en sécurité et de garder la chaîne d'approvisionnement bien animée. Si vous ne vous sentez pas bien, s'il vous plaît, n'allez pas travailler. Appliquez-vous pour avoir les bienfaits. Il y a des provinces maintenant qui offrent de payer Ontario dans le programme de pouvoir payer ceux qui ne vont pas travailler si vous ne sentez pas bien. Mais merci de vous mettre là sur l'avant-front. Donc, si vous trouvez que ces webinaires sont utiles, s'il vous plaît, donnez à Crohn Colites Canada. Et encore, je l'ai dit pour la dernière année, et je dois dire, Anne, lorsque tu as dit 5e vague, 6e vague, j'ai entendu une claque, tout le monde qui frappe à leur tête. Je suis désolé, mais ça a été une année depuis que Crohn Colites Canada a pu faire quoi que ce soit de levée de fonds en personne et le Gutsy Walk sera virtuel encore une fois et ça a eu un impact négatif malheureusement sur notre possibilité de faire des levées de fonds. Donc, si vous trouvez que c'est utile, donnez à crohncolite.ca ou vous pouvez texter 20 pour donner 25 $ directement sur ton compte téléphone. And with that, I wanted to Avec cela, je veux dire merci à tout le monde. S'il vous plaît, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Gutsy Canada, Guy et moi, on a des Twitter et Charlie a Twitter, mais aussi le YouTube qui est très informatif. Et cherchez-nous. Je ne pense pas que tu es sur Twitter. No, not yet, I guess. Not yet. Non, pas encore. Ça devrait l'être. Peut-être que je devrais apprendre. Il y a des gens qui vont vous chercher, définitivement. Mais merci tout le monde. On vous apprécie votre temps et toutes les questions que vous avez eues. Et merci. On se voit dans un mois. Prenez soin de vous.